Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'histoire avec un sujet qui est assez connu, mais qui est vraiment passionnant. C'est un sujet déjà débattu depuis longtemps par un nombre d'ouvrages incroyables. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, et c'est pas toujours évident de trouver des livres qui sont à la fois intéressants et qui synthétisent bien le sujet, qui n'approfondissent pas toujours, parce que c'est bien des fois d'aller au fond du sujet, mais parfois on a envie d'avoir plus un survol. Et là, c'est plutôt un livre qui se situe entre les deux que je vais vous présenter. Donc un livre qui va approfondir certaines parties d'un sujet et survoler d'autres, ce qui n'est pas du tout une critique de ma part. Donc on va parler du Moyen-Âge, et on va parler d'une époque particulière, l'époque connue aujourd'hui sous le nom des rois maudits. Donc les rois maudits, évidemment, on a presque tous entendu parler de ça, parce que c'est une période de l'histoire de France assez sombre, assez particulière. Il s'est passé beaucoup de choses. Et donc je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les rois maudits, l'enquête historique. Voilà, c'est l'enquête historique. Donc c'est Éric Le Nabour qui a écrit ce livre. Alors un mot sur l'auteur, donc il a la soixantaine aujourd'hui. C'est un écrivain historien qui a beaucoup écrit. Beaucoup de romans historiques avec des fondements historiques importants dans ses livres. Il a écrit beaucoup d'articles de presse aussi, d'histoire, notamment dans la revue Historia il y a longtemps. Et c'est un auteur qui est vraiment sympathique à lire. J'avais lu, mais il y a vraiment très longtemps de ça, un ou deux romans historiques, ça devait être sur le Moyen-Âge, je crois bien. Et donc le nom m'était resté, et je suis retombé sur ce livre, parce que j'aime bien le Moyen-Âge, ça m'intéresse. Et Les Rois Maudits, c'est une période intéressante. Alors, le livre est édité chez Perrin. Je ne sais plus la date, je crois qu'il commence à dater. Je vais vous dire ça. C'est un livre assez ancien, si ma mémoire est bonne. Il est de 2005. Pas si vieux que ça, mais ça fait quand même presque une vingtaine d'années. Donc, on a une petite carte au début de France pour rappeler le contexte géopolitique. On a également des généalogies au début de l'ouvrage, des généalogies de rois de France. On a un portfolio au milieu du livre, qui malheureusement pour moi commence à se séparer du livre, mais toujours est-il qu'il a le mérite d'exister. Il est pas énorme, mais c'est sympathique. On a des enluminures, on a des gravures qui illustrent bien le contenu du livre. Et à la fin, j'en reparlerai en autre chose, mais je vous le dirai à la fin. Donc, en fait, ce livre, il a une vocation particulière. Il veut revenir sur le célèbre roman de Maurice Druon, Les Rois Maudits. Donc, ce roman qui a été adapté à la télévision française plusieurs fois, et qui donc a fait parler de lui déjà par son existence propre. Le roman a eu beaucoup de succès, mais par les adaptations télévisuelles qu'il y a eu. Et donc, ce sujet, Les Rois Maudits, évidemment, il s'intéresse à une période vraiment importante de l'histoire de France, à savoir la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Donc c'est une période de transition assez importante, il se passe beaucoup de choses, et évidemment, on a au cœur des Rois Maudits, que ce soit dans le roman de Maurice Druon ou dans la vérité historique, la fameuse affaire des Templiers. C'est ce qui fait aussi, malgré tout, le succès de l'œuvre et de cette époque. Les Templiers, c'est un sujet qui passionne, qui attire, qui fascine. Il y a plus ou moins des mystères. Toujours est-il que c'est un sujet qui plaît beaucoup. Et donc, l'auteur, Éric Le Nabour, veut, avec cet ouvrage, revenir sur l'œuvre de Maurice Druon, Les Rois Maudits, et voir qu'est-ce qu'il y a d'historique, qu'est-ce qu'il y a de romanesque dans son ouvrage. Alors, c'est un peu un prétexte, mais je ne dis pas ça, c'est pas négatif dans ma bouche. C'est un peu un prétexte parce qu'en réalité, au tout début, quand j'ai eu le livre entre les mains, je pensais que ça allait vraiment être un décryptage.
Il y a eu des livres comme ça par rapport à d'autres romans comme le Da Vinci Code par exemple de Brown. Certaines personnes se sont attelées à essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de vrai, qu'est-ce qu'il y avait de faux dans le Da Vinci Code, et c'était beaucoup plus minutieux dans la recherche des éléments factuels ou inventés sur l'œuvre de Brown que ce livre qui part du même postulat, mais qui en fait s'aventure sur un terrain beaucoup plus historique. Donc, justement, je dirais pas que c'est une critique. Il parle de Maurice Druon, notre auteur. Il l'évoque à de nombreuses reprises, évidemment, mais en fait, il ne fait pas forcément le bilan romanesque, fictionnel ou historique systématiquement dans toute l'œuvre, dans tous les aspects du livre de Druon. Pardon. Alors, en fait, c'est pas un problème. Au contraire, je trouve que le décryptage de l'œuvre de Druon est assez léger, et l'auteur préfère en profiter pour se glisser dans les méandres de l'histoire de France en nous apprenant un tas de choses, en revenant sur un tas de sujets qui sont liés directement à l'œuvre ou qui sont véritablement proches de l'environnement de l'œuvre de Maurice Druon. Donc, ce livre, il est vraiment sympa. Je vais vous lire quelques extraits pour essayer de revenir un peu sur, globalement, les sujets qu'évoque le livre. Ils sont très nombreux. Finalement, l'auteur réussit à ratisser large, et encore une fois dans le bon sens du terme, à nous parler d'une époque, mais en évoquant plein de sujets différents, vraiment intéressants. Donc, je vais vous lire quelques extraits qui m'ont marqué. On peut pas tout lire, le livre est assez dense, il fait seulement 300 pages, un peu moins de 300 pages même, mais il y a beaucoup d'informations, et je vais vous lire quelques extraits choisis. Donc j'ai décidé de vous parler par exemple d'un extrait sur Paris, donc c'est assez marrant parce que il évoque Paris, parce que évidemment une partie des rois maudits se déroule à Paris. Le roi de France, Philippe le Bel, donc c'est lui à cette époque, est à Paris, et évidemment, le procès des Templiers, c'est également à Paris. Il y a des choses marrantes sur Paris. Donc je vais vous lire deux extraits qui ne sont pas contradictoires, mais on pourrait le voir comme ça, qui sont complémentaires, mais contradictoires par rapport à la vision de Paris qu'on pouvait avoir à cette époque. Je rappelle qu'on est à la toute fin du XIVe et au début du XVe siècle. Excusez-moi, c'est l'inverse, à la toute fin du XIIIe et au début du XIVe. Oui, parce que Philippe le Bel, le procès, c'est 1314. Et donc, on a sur cette vision de Paris des éléments vraiment savoureux à se mettre sous la dent. Je commence par un petit extrait qui va expliquer pourquoi Paris était déjà à l'époque une ville qui attirait les gens, une ville dans laquelle on avait envie de venir s'installer. C'est assez amusant. Donc il nous a parlé de Paris sous Philippe Auguste, de la fameuse muraille de Philippe Auguste qui va entourer Paris. On en voit encore quelques traces à Paris à certains endroits aujourd'hui. Et après, il nous explique pourquoi les gens, début 14e, fin 13e, viennent s'installer. La progressive sédentarisation du roi à Paris amène ainsi au palais et dans la ville même, un nombre croissant de serviteurs, petits ou grands, désireux de s'installer à proximité des lieux de pouvoir. Vivre et travailler à Paris devient plus qu'une ambition, une nécessité, une prédilection aussi. Vivre à Paris, c'est pour beaucoup ne plus pouvoir vivre en province. Mais ce n'est pas tout. À la fois ville politique, religieuse et intellectuelle, par la vitalité de son université, Paris va devenir un lieu de passage obligé, puis de fixation pour les élites. Le roi rassemble et fédère les énergies sous son autorité. Il draine également vers la capitale tout ce qui pense, crée, enseigne dans le domaine des arts et des sciences, étendant son rayonnement bien au-delà de l'enceinte de Philippe Auguste. Le milieu parisien est propice à la culture intellectuelle et artistique et les favorise particulièrement par les moyens dont il dispose et par la curiosité de tout ce qui est nouveau. Alors on nous dit un petit peu plus loin pour amener une conclusion. C'est à Paris qu'il faut faire carrière et qu'il faut travailler. C'est à Paris qu'il faut vivre et qu'il faut s'enrichir. C'est même à Paris qu'il faut parfois mourir.
Alors ça c'est amusant, parce qu'on a donc ce Paris qui rayonne. Déjà, hein, je rappelle qu'on est 13e, 14e siècle, qui attire les gens, et tout se fait à Paris, globalement. Le commerce, les affaires politiques, les réussites sociales, les mariages, et même les enterrements, comme on le dit. Mourir à Paris, c'est plutôt glorieux. Alors c'est amusant parce que on a évidemment cette image du Moyen-Âge, souvent, qui reste en tête de l'insécurité, de la crasse, même dans les grandes villes. Et c'est pas parce que Paris attire que Paris ne possède pas toutes ces particularités, justement, l'insécurité, la crasse. Et je vais vous en parler dans un autre extrait qui contrebalance celui-ci pour rétablir la vérité historique. Donc, deuxième extrait sur Paris. Un petit peu plus long. Je vais faire des ellipses. Ça restera cohérent tout de même. Vivre à Paris n'est pourtant pas une sinécure. Cela se mérite, ou si l'on préfère, cela a un prix. Les embarras de circulation sont épouvantables. Ça nous rappelle quelque chose. Le bruit permanent. L'odeur parfois pestilentielle, malgré le soin que l'on prend à évacuer régulièrement les ordures ménagères en dehors de la ville. L'animation des rues, la profusion des petits métiers, les parfums d'oubli, de graisse cuite, d'épices et de cuir, que nous décrit l'auteur des Rois Maudits. Toutes ces images, qui évoquent un souk oriental, sont authentiques. Mais rien ne dit que cet exotisme-là ait toujours séduit les Parisiens. Et puis, il n'y a pas que les beaux quartiers de Paris, qui attirent une population toujours plus nombreuse. Il y a également un Paris de la pauvreté, de la mendicité, de la prostitution, un Paris marginal que ne dévoilent guère les romans de Maurice Druon. Donc là, je fais une petite ellipse. On poursuit un peu sur des quartiers parisiens. Pas de cour des miracles ici, donc, telle que celle qu'assiégera au XVIIe siècle le lieutenant de police de Louis XIV, l'Araignée. Mais des abcès de fixation, ici ou là, des ruelles, des impasses, des cours fermées, des cimetières. Se promener dans Paris, sous les derniers Capétiens, c'est prendre le risque de buter sur la misère à chaque coin de rue. Certes, on la rencontre moins visiblement aux abords des hôtels des princes ou des grands barons, mais elle n'est pas encore concentrée dans les quartiers ghettos ni repoussée aux frontières de la ville comme elle le sera plus tard. La prostitution elle-même, c'est ribaude, dont semble très friand Robert d'Artois, chez Druon, c'est un personnage du roman, sévit un peu partout. Saint-Louis avait essayé d'en limiter l'étendue, sans grand résultat. Présente jusqu'aux environs de Notre-Dame, elle se révèle cependant particulièrement active en La Boucherie, c'est un quartier, sur la rive gauche, aux limites des paroisses de Saint-André-des-Arts, de Saint-Séverin, rue de Froidmantel, près de l'université, rue de Glatigny, qui deviendra synonyme de fille de joie, tellement elle fréquente l'endroit. D'autres encore, comme la rue Trousse-Vache, la rue Pute et Mus, la rue Tiron, où se tient l'un des bordels les plus célèbres de Paris. Donc voilà, ça continue. On nous parle également de la rue aux sorcières, à un autre endroit de Paris. Donc ça, c'est assez amusant de voir ce contraste entre le Paris lumière et le Paris crasseux. C'est marrant parce qu'en fait, évidemment que ça fait écho à notre époque. Paris est une ville aujourd'hui qui sombre un petit peu dans l'insécurité, dans la saleté, dans le délabrement. Et pour autant, il y a toujours des gens qui viennent à Paris, toujours des gens, alors les touristes évidemment, mais il y a même ceux qui y vivent. Alors il y a un départ, hein. Il y a des gens qui quittent Paris aujourd'hui parce qu'ils ne supportent plus l'insécurité, la crasse, un certain délabrement, les encombrements. C'est marrant parce qu'il nous parle des embouteillages déjà à l'époque et du bruit. Donc deux choses qui sont emblématiques globalement des grandes villes d'aujourd'hui et de Paris du XXIe siècle évidemment. Donc c'est assez amusant de voir que, avec autant de siècles d'écart, on retrouve quand même un petit peu, pas forcément comparable, mais on retrouve quand même des caractéristiques qui sont tout à fait viables aujourd'hui, on peut employer à propos de Paris du XXIe siècle. Ça c'est assez amusant. Bon, des détails comme ça, on en a plein dans le livre. Alors après, je vais vous parler d'un élément clé de ce livre. Évidemment, c'est un élément clé de l'enquête historique, un élément clé des Rois Maudits de cette époque. C'est l'affaire des Templiers. Alors les Templiers, évidemment,
Je le disais tout à l'heure, c'est un sujet très couru, énormément de littérature dessus, beaucoup de documentaires, même des films. Et il y a beaucoup de fausses idées qui traînent sur les Templiers, on ne sait pas toujours tout. Il faut lire des livres sérieux sur les Templiers pour avoir une idée de ce que ça représente. Et je vais vous faire la lecture de 2 passages. Un premier tout de suite et un autre plus tard. Et là, je vais vous parler simplement de la création de l'ordre. Donc l'ordre des Templiers, qui porte un autre nom. Vous allez voir, on va l'évoquer. Et c'est un petit rappel, donc une petite lecture un petit peu plus longue, mais très intéressante, sur la naissance de l'ordre du Temple. Donc là, on nous a parlé, juste avant, des croisades, de l'appel du pape Urbain II en 1095, qui appelle à la croisade, à Clermont-Ferrand, si ma mémoire est bonne. Et donc, on est en pleine période de croisade, on veut délivrer la Terre Sainte, le tombeau du Christ, et peu de temps après, finalement, là je vous dis, on est en 1095, peu de temps après, va s'élever un nouvel ordre, celui des Templiers. Voilà la genèse de la création de l'ordre. L'aventure des croisades ne fait pourtant que commencer. L'établissement des chevaliers francs en Orient est chose précaire. Le rêve de reconquête des lieux saints peut très bien tourner demain au cauchemar. Prendre pied sur la terre du Christ est une chose, s'y maintenir en est une autre. C'est alors qu'intervient un chevalier champenois, Hugues de Pins. A-t-il participé à cette première croisade? Rien n'est moins sûr. A-t-il fait partie du flot des pèlerins qui, Jérusalem aux mains des croisés, se sont mis à affluer en Terre Sainte? Toujours est-il que, conscient des risques encourus par ces pèlerins, régulièrement détroussés ou même assassinés par des bandes de pillards, ils décident de fonder un ordre qui assurera leur protection. De même que la sûreté des routes et la garde du Saint-Sépulcre. Baudouin Ier, qui faute d'effectifs suffisants, ne peut assumer ses tâches, voit d'un bon œil la naissance de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ. Voilà, c'est le vrai nom des Templiers, les pauvres chevaliers du Christ. Décidant de suivre la règle de saint Augustin, ceux-ci se voient même encouragés par le patriarche de Jérusalem, qui leur impose le triple vœu monastique, obéissance, pauvreté et chasteté. L'ordre du Temple est né. Nous sommes donc en 1118. Les chevaliers du Christ, s'il faut en croire la légende, ne sont encore que 9. Mais très vite, leur nombre va croître. Ne portant aucune tenue distinctive au début, ne possédant que leurs armes, leurs chevaux, vivant de la charité, mais faisant preuve d'un comportement exemplaire, ces chevaliers ne tardent pas à faire des adeptes. Les dons en leur faveur se multiplient. En 1120, Hugues, comte de Champagne, séduit par leur idéal de pauvreté et d'humilité, abandonne même ses titres et ses biens pour se joindre à eux. Signe de leur nouvelle faveur, Baudouin II leur assigne une résidence dans l'aile de son palais. Et c'est le roi de la Terre Sainte. Dans la mosquée El-Aqsa, peut-être érigée sur les ruines de l'ancien temple de Salomon. Désormais donc, les pauvres chevaliers du Christ seront désignés sous le nom de Templiers. Donc Templiers parce que ils résidaient sur peut-être les fondations, comme on le dit, du temple de Salomon. Le statut de ces Templiers demeure toutefois ambigu. Ni tout à fait moine, ni tout à fait soldat, ni mercenaire. Ils dérangent et même ils inquiètent. Aussi, Hugues de Pins se persuade-t-il que sa mission sera facilitée s'il obtient pour son ordre une règle en bonne et due forme. Muni d'une lettre de recommandation du roi de Jérusalem, donc Baudouin II, pour Bernard de Clairvaux, et accompagné de quelques chevaliers, Hugues de Pins regagne donc la France et, négociateur habile, persuade le fondateur de Cîteaux d'œuvrer pour sa cause. Donc c'est Bernard de Clairvaux. Très vite, Bernard s'enflamme et convainc le pape Honorius de réunir à Troyes un concile destiné à régler et établir le sort des pauvres chevaliers du Christ. Nous sommes au début de l'année 1128, donc il s'est déjà passé 10 ans. Hugues de Pins a déjà élaboré un texte préparatoire à Jérusalem. Ce texte va être modifié et adapté sous l'impulsion de Bernard de Clairvaux. Donc là, on nous parle d'un tas de choses, des règles qui composent la vie, qui règlent la vie des Templiers. Donc composé de 72 articles, tout est prévu ou presque. Obéissance au maître, rapport hiérarchique, comportement entre les frères, devoirs religieux, vêtements, nourriture, armement, aumône, etc. Ainsi est-il précisé que les chevaliers doivent porter des robes d'une seule couleur, blanche, noire ou grise. On y ajoutera plus tard une croix rouge, la fameuse croix templière.
Leurs armes ne devront pas se signaler par un luxe quelconque. Ils n'auront ni or ni argent sur leurs étriers. Ils seront en outre assistés d'écuyers, de sergents qui combattront à pied, mais aussi de chapelains et de domestiques. Le maître aura tout pouvoir sur les membres de l'ordre qui lui devront obéissance et soumission. Néanmoins, il sera tenu de réunir le chapitre pour recevoir les conseils de ses frères. Et j'en termine. Les frères, ceux-ci donc, devront prendre le repas en commun, manger à deux dans la même écuelle, et en silence, comme dans les ordres monastiques. Ils éviteront les jeûnes trop prolongés pour demeurer en état de combattre. C'est quand même des guerriers. Mangeront de la viande 3 fois par semaine. Surtout, ils entendront la messe chaque jour, prieront en commun et en particulier. Enfin, chaque manquement à la règle pourrait être lourdement sanctionné, allant même jusqu'à l'exclusion. Alors, tout ça a une importance pour la suite de l'avenir des Templiers, évidemment. C'est pour ça que le rappel ici est très important. Donc, allant même jusqu'à l'exclusion définitive de l'ordre. Parmi les fautes qui pourraient être imputées aux Templiers, on trouve la simonie. Alors la simonie, c'est la vente c'est le commerce de négoces, d'actes spirituels, ou bien de la vente d'une charge ecclésiastique. Tout ça est interdit. Donc la simonie. Le vol, la cabale contre un autre frère, le meurtre d'un chrétien ou d'une chrétienne, la fuite sur le champ de bataille, tant que se maintient l'étendard du temple. D'autres péchés sont encore mentionnés. Quand un frère est convaincu d'être un mécréant, quand un frère laisse la maison et va au sarrasin, c'est-à-dire qu'il se convertit à l'islam, ou qu'il a des accointances avec l'islam, et plus explicite encore, quand un frère est entaché du sale et puant péché de sodomie, si sale et si puant et si horrible qu'il ne doit pas être nommé. Alors ça, c'est entre guillemets, c'est vraiment extrait des règles de l'ordre du temple. Alors là, on est au cœur de ce qui va amener la chute du temple. Pas si loin que ça dans le temps, à peu près 2 siècles plus tard. Donc c'est vraiment extrêmement important le rappel des règles de l'ordre du temple. Donc évidemment on va tourner pas mal autour de l'ordre du temple dans ce livre, mais pas que. On va nous parler de beaucoup de choses vraiment intéressantes sur le Moyen-Âge, sur cette époque, les intrigues politiques évidemment, la vie au Moyen-Âge, comment Philippe le Bel a réussi à resserrer la France, comment il a renforcé le pouvoir politique, le pouvoir juridique, le pouvoir des finances également, et donc on nous dresse quand même le portrait du roi de fer, hein, c'est comme ça, c'est son surnom, hein, Philippe le Bel, le roi de fer, qui est intransigeant sur pas mal de sujets, qui est plutôt religieux d'ailleurs, et ça ne l'empêchera pas d'avoir des problèmes avec la papauté et des rivalités énormes avec les 2 papes qu'il a connus. Alors là, je vais vous parler d'un autre petit sujet parce que, évidemment, évoquer le Moyen-Âge, c'est souvent évoquer la sorcellerie, la magie, voire l'astrologie, l'astronomie qui sont liées à l'époque. Et là, on nous en parle à plusieurs reprises parce qu'on évoque souvent des affaires d'empoisonnement. C'était assez couru au Moyen-Âge, des affaires de sorcellerie avérées ou non. Et l'auteur nous rappelle qu'il était très difficile à l'époque de faire le distinguo entre l'astronomie, l'astrologie, la magie, et il y avait des limites, tout ça était borné, plus ou moins accepté par l'Église. L'Église acceptait certaines choses, contrairement à ce qu'on peut croire. Évidemment, il rejetait en bloc pas mal de choses également surnaturelles et extravagantes, mais certaines choses étaient quand même plus ou moins acceptées. D'ailleurs, les papes eux-mêmes ou les rois pouvaient avoir recours à une astronomie, astrologie. Et donc, je vais vous citer un extrait qui parle de ça, qui nous fait un rappel sur les limites d'acceptabilité, le distinguo assez trouble entre sorcellerie et magie. Donc on nous en a parlé pas mal là avant, et on nous évoque les différences entre magie et sorcellerie. Progressivement, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, va donc se mettre en place une sorte de norme qui distingue entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. À propos de la magie, bien sûr. Sont ainsi interdits tout ce qui révèle de la divination ou du pacte avec le démon, les sortilèges et les maléfices qui ont pour but de nuire à autrui. Mais ce n'est qu'au début du XIVe siècle que commencent d'être déclarées hérétiques la plupart des pratiques magiques et qu'elles s'exposent à être poursuivies par l'Inquisition. Je vais un petit peu plus loin. Encore faut-il établir
la distinction entre ces différentes activités. Les phénomènes météorologiques, par exemple, sont l'objet de la plus grande attention. Les intempéries des années 1315-1316, donc c'est un an après la mort de Philippe le Bel, qui est mort en 1314, sous le règne de Louis X, on constate que l'Ost boueux, donc c'est un endroit où il y a une guerre dans les Flandres, pendant la guerre des Flandres, la grande famine de 1316, que décrit si bien Maurice Druon, sont une réalité. De même, l'éclipse, qui marquera la mort de Philippe le Bel. Des phénomènes identiques ne se sont-ils pas produits lors de la mort du Christ, ou de Philippe Auguste lui-même? Phénomène solaire, donc phénomène des rois. La comète de 1315-1316, qu'attend si impatiemment Louis X, est attestée par les chroniques. Tous ces phénomènes climatiques ou célestes sont liés à des changements dans le destin des rois et des peuples. Pour Isidore de Séville, aux famines, pestilences et aux guerres. Pour Bel le Vénérable, ce sont des commentateurs de l'époque, elles annoncent les mutations de royaumes et de seigneuries. Les astronomes astrologues, donc l'amalgame est fait à l'époque, sont d'ailleurs régulièrement consultés par les princes. Louis X, chez Maurice Druon, a le sien, Maître Martin, un clerc expert en sciences orientales, et dont l'envoyé du roi de Majorque signale en effet la présence à l'enterrement de Philippe IV. C'est un fils de Philippe le Bel. L'horoscope dressé par Louis X nous a d'ailleurs été conservé. Je vais un petit peu plus loin pour conclure. Ces astrologues, que l'on trouve dans l'entourage des rois de France, ne se rencontreront régulièrement que dans la seconde moitié du XVe siècle, c'est-à-dire bien tardivement par rapport à ceux que fréquentaient les cours italiennes. Sans doute parce qu'ils sont encore quelque peu suspects aux yeux de l'Église. Ainsi, le calcul des jours fastes et des jours néfastes est toujours condamné. Il consiste à calculer la meilleure date possible pour commencer une guerre, pour convoquer une assemblée, pour se faire sacrer, voire même pour engendrer un héritier mâle. C'est pourtant à la suite de ce genre de calcul que Philippe le Bel lui-même jugera néfaste toutes les années en 14. Pour l'anecdote, il est mort en 1314. Ou que le pape Jean XXIII choisira la date du 5 septembre pour toutes ces cérémonies d'intronisation. On le voit, les distinctions entre magie, astrologie, astronomie sont encore assez floues et elles ne vont pas tarder cependant à prendre un caractère nettement plus dramatique. En attendant la grande épidémie de sorcellerie du XVIe et XVIIe siècle, la France des derniers Capétiens va connaître une série d'événements qui vont l'obliger à s'interroger sur le bien fondé et l'efficacité de ces pratiques. Donc voilà, on développe encore beaucoup autour de la sorcellerie, autour de la magie, autour de l'envoûtement, autour de l'empoisonnement, qui sera fréquent, puisque on pense, c'est pas une impossibilité qu'un des petits-fils de Philippe le Bel ait été empoisonné juste après sa naissance. Il est mort quelques jours après. Et donc, cette présence du poison, de la sorcellerie sur la société médiévale, on ne peut pas la nier, ça fait partie des intrigues de l'époque et peut-être même d'ailleurs des mœurs et des techniques employées pour se débarrasser des gens gênants. Pour rappel, évidemment, on se pose beaucoup de questions à cette époque, puisque après la mort de Philippe le Bel en 1314, qui aurait été maudit par les Templiers, même si tout cela n'est qu'une légende, parce que finalement la malédiction de Jacques de Molay, le grand maître du Temple, qui est le dernier à avoir été brûlé à Paris sur l'île aux Juifs, avec Guillaume de Cernay, si ma mémoire est bonne, un autre membre de l'ordre, eh bien en réalité cette malédiction n'aurait pas été prononcée par Jacques de Molay, par le maître de l'ordre. Cette malédiction, on en trouve des traces avant et après. Et d'ailleurs, elle n'a été intégrée dans les textes historiques qu'au XVe et XVIe siècle, par bribes. Mais par contre, on a des traces de malédictions qui sont presque identiques, bien avant la mort de Jacques de Molay. Donc on a brodé autour de ça parce que les Templiers fascinaient. Ils fascinaient déjà à l'époque. Cet ordre un peu mystérieux, ni moine, ni vraiment soldat, probablement très riche, avec une part de mystère, parce que ayant leur propre code, vivant ensemble, eh bien cela a fait beaucoup parler. La rumeur, et l'auteur nous le rappelle, la rumeur populaire court.
on ne peut pas l'arrêter. Et donc elle court, elle se propage un peu partout, et finalement on conserve ce qui nous paraît le plus mystérieux, ce qui nous paraît le plus fascinant, et le mystère fascine. Donc évidemment, rajouter la touche de la malédiction de l'ordre du Temple, qui a été condamné par qui? Par Philippe le Bel, par le pape. Et finalement, le pape Clément et Philippe le Bel vont tous les deux mourir, y compris Nogaret, Guillaume de Nogaret, un des plus acharnés contre les Templiers, un conseiller de Philippe le Bel. Et donc ces gens vont mourir tout de suite après l'affaire des Templiers. Donc évidemment, ça, plus le fait que Philippe le Bel, ses 3 fils, ses descendants, n'auront pas de descendance mâle, ça fait beaucoup pour une seule personne. Donc on se dit qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de naturel. Soit l'ordre du Temple était soutenu par Dieu, et donc c'est Dieu qui a puni Philippe le Bel et ses descendants, soit l'ordre du Temple était assisté par le diable, et ça a puni également Philippe le Bel, mais de toute façon il y a une malédiction quelque part. Donc tout ça est très amusant, mais c'est vraiment passionnant de se replonger dans les méandres de l'époque pour comprendre la mentalité de l'époque et retrouver quelques vérités historiques là-dedans. Évidemment, comment dit-on, le livre, nous rappelle un élément aussi extrêmement important qui va émerger quelques années après l'affaire des Templiers, quelques décennies, mais on n'est pas très très loin. Eh bien en fait c'est le début de la guerre de 100 ans, donc 1338, la guerre de 100 ans qui va évidemment avoir un impact majeur sur l'histoire de France. Ça dure même plus de 100 ans en réalité, on va au-delà de 100 ans, on est peut-être sur entre 120, 130, 140 ans, ça dépend parce que les conflits avaient commencé bien avant 1338. Et l'enjeu majeur de la guerre de 100 ans, à savoir la domination d'une partie de la France par la cour d'Angleterre, puisque le roi de France, à l'époque, pour rappel rapide, est vassal normalement du roi, le roi d'Angleterre est vassal du roi de France, et il possède un domaine en Guyenne, donc c'est-à-dire la Guyenne, c'est globalement une grande partie pour synthétiser, autour de Bordeaux, et donc finalement, le fait que le roi d'Angleterre ait un domaine en France ne va pas du tout aux derniers Capétiens. Ça ne leur plaît pas du tout. Il y a un véritable problème et ça n'ira pas non plus aux Valois. Et donc du coup, on essaye de résoudre le problème depuis déjà des décennies. Ça va bouillir, la situation ne va pas s'arranger, le roi d'Angleterre ne mettra pas du sien, le roi de France non plus, évidemment. On le comprend, il veut étendre son terre et garder tout le domaine géographique français à la France, au royaume, à la couronne. Et donc va éclater globalement la guerre de 100 ans sous donc couvert de propriété de ce domaine de la Guyenne et également sous couvert de succession, puisque pour des raisons de généalogie, sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais le livre revient en détail dessus, le roi d'Angleterre prétend qu'il peut lui aussi récupérer la couronne de France, puisque Philippe le Bel et ses descendants n'ont pas d'héritier mâle. Donc d'ailleurs, c'est pas totalement incohérent ce qu'il dit à l'époque. Je vous laisse découvrir pour les gens qui ne le savent pas. Et donc on nous parle de ce début de la guerre de 100 ans, c'est évidemment très intéressant également à suivre dans le livre. Finalement, l'auteur prend parti, comme beaucoup d'historiens, sur les Templiers, sur leur culpabilité. Je vais vous lire un petit extrait. Donc on nous explique qu'il n'y avait pas de preuves contre les Templiers. Tout ça est plutôt une affaire politique, une affaire d'État. Les Templiers étaient devenus trop importants, ils ne se soumettaient pas au royaume de France, donc à Philippe le Bel, le roi de fer, qui avait besoin d'argent. Ça l'arrangeait bien de récupérer une partie de l'argent drainé par les Templiers, une partie également de leur possession, parce que c'était des gens un ordre qui possédait beaucoup de commanderies, beaucoup de terres, qui récupéraient pas mal d'argent. Et donc on s'est débarrassé des Templiers sous de fausses excuses. Je vous fais un petit rappel, ce sera le dernier extrait que je vais vous lire. Le cas des Templiers est évidemment le plus typique des procès politiques, qui assombrissent le règne des rois maudits. Il montre bien à quel point la sorcellerie et les pratiques magiques sont devenues un argument décisif associé à toute condamnation. Il suffit de les évoquer même, sans apporter
de preuves flagrantes pour semer le doute dans l'esprit des tribunaux ecclésiastiques ou séculiers. L'incohérence des dépositions templières plaide d'ailleurs en leur faveur, en la faveur des frères de l'ordre. L'accusation d'idolâtrie est le meilleur exemple. Où est donc le fameux Baphomet? Alors Baphomet, peut-être que finalement le nom vient de Baphomet, Mahomet, il y a peut-être un amalgame qui a été fait. Donc, où vient donc l'accusation? Où est donc passé le fameux Baphomet, cette tête d'homme barbu, ou même cette tête de chat que les Templiers sont censés adorer? Les dépositions varient sans cesse. Nulle part surtout on ne trouve de traces de cette terrifiante idole. Donc je vais un petit peu plus loin. Pour abattre l'ordre du Temple, rien ne sera trop odieux. Ainsi, non content de cracher sur la croix, il faudra que les Templiers l'aient foulé aux pieds, uriné dessus, qu'ils aient renié la Vierge Marie et tous les saints, copulé entre eux, avec des jeunes filles, et oint leur idole avec de la graisse tirée de cadavres ou d'enfants rôtis à la broche. Donc on continue sur les responsabilités de l'ordre du Temple qui ne sont pas avérées. En fait, historiquement, ça ne tient pas en réalité. Donc l'auteur, comme d'autres avant lui, prennent parti, évidemment. Beaucoup d'historiens ont tranché. Déjà, on pense que l'ordre du Temple n'était pas évidemment responsable de tout ce qu'on leur a mis sur le dos. Évidemment, la plupart des accusations portées contre les Templiers ont été arrachées sous la contrainte de la torture. Donc on imagine bien, alors oui, il y a des frères, il y a des chevaliers qui n'ont pas parlé sous la torture, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et on imagine bien que sous la torture, on peut dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, les Templiers, pour beaucoup d'entre eux, se sont rétractés après les aveux extorqués sous la torture. Et évidemment, ça passait encore moins parce que finalement, on ne devait pas se rétracter comme ça. Jacques de Molay lui-même, alors c'est un peu l'énigme, le dernier grand maître de l'ordre, s'est rétracté plusieurs fois dans les deux sens. Et c'était une personnalité un peu particulière finalement. Jacques de Molay était sans doute, beaucoup d'historiens le disent, un homme qui n'était pas un fin stratège politique, qui n'était pas un grand combattant non plus. On était peut-être déjà à la fin de l'ordre du Temple, c'était pas un maître exceptionnel. Et donc le personnage qu'on en a fait dans la littérature romanesque, lui attribue certainement des qualités qu'il n'avait visiblement pas. En tout cas, on n'en sait pas grand-chose. Mais concernant la culpabilité des Templiers, évidemment que c'était un procès politique pour mettre fin à un ordre qui dérangeait. Il y avait d'autres ordres qui dérangeaient. L'ordre des Hospitaliers dérangeait également d'ailleurs, mais dérangeait moins malgré tout. On avait envisagé une fusion à l'époque de Philippe le Bel entre l'ordre du Temple et l'ordre des Hospitaliers. Jacques de Molay, je crois que c'était un an avant, avait écrit un petit manifeste expliquant qu'il ne voulait pas de fusion avec les Hospitaliers. Il voulait garder l'indépendance. Évidemment, les Templiers voulaient garder leur indépendance. On les comprend. Ils étaient extrêmement bien établis dans la société. Et bien que finalement la Terre Sainte fut perdue après la défaite de Saint-Jean d'Acre, eh bien les Templiers avaient une raison d'être en Europe. Ils n'avaient plus beaucoup de rôle à jouer en Terre Sainte. Ça leur a été sans doute préjudiciable, mais en Europe ils étaient bien implantés. D'ailleurs, un mot sur la fin de l'ordre du Temple. Les Templiers ont été, on peut dire, plus que déstabilisés, anéantis en France, mais globalement, malgré les injonctions du roi de France et également du pape, qui finalement, pour des raisons politiques et stratégiques, d'ailleurs l'auteur revient parfaitement dessus, entre Philippe le Bel et le pape a fini par lui aussi destituer les Templiers, a fini par abattre l'ordre, alors que globalement en Europe, ça n'était pas le cas. Les injonctions du pape n'ont pas servi partout au Portugal, dans certains royaumes d'Espagne, en Angleterre, en Écosse. Les Templiers sont restés tranquilles. Certains ont été un petit peu inquiétés, mais à peine. L'ordre du Temple finalement est tombé de lui-même parce qu'il n'était plus soutenu par la papauté. Donc évidemment, il ne pouvait plus exister même finalement dans des pays étrangers, puisque le rayonnement de la papauté, il ne faut pas oublier qu'on est donc au XIVe siècle, était extrêmement important, et les différents rois d'Europe étaient tout de même soumis à la volonté papale.
eh bien, malgré cela, les Templiers, effectivement, n'ont pas totalement disparu. Beaucoup de chevaliers ont continué à vivre, encore une fois, je le disais, en Espagne, au Portugal, en Angleterre et pas mal en Écosse. Et ces gens se sont, alors pour certains, sécularisés. Ils ont abandonné la robe, ils sont redevenus ou des commerçants ou des chevaliers, souvent des commerçants. D'autres sont entrés dans d'autres ordres qui existaient déjà à l'époque. Certains ont rejoint les hospitaliers, d'autres ordres religieux combattants, il y en avait, ou des ordres religieux tout simplement, mais ils n'ont pas tous été massacrés. Par contre, l'ordre du Temple, lui, évidemment, il a été arrêté immédiatement avec cette affaire de procès contre les Templiers, et évidemment la fin de Jacques de Molay en 1314, ça signe totalement la fin des Templiers. Alors, l'auteur nous livre une conclusion très intéressante sur les Templiers, en nous rappelant toutes les extravagances qu'on a pu lire un peu partout sur l'ordre du Temple, sur la survivance de l'ordre, des choses qui peuvent parfois avoir du sens, parfois qui n'ont aucun sens, et il nous appelle évidemment à relire des historiens célèbres qui sont déjà attaqués au sujet de fort belle manière. Alors moi je pourrais vous conseiller un livre que j'ai lu deux fois, Vie et mort de l'ordre du Temple d'Alain Desmurger. Alors ça c'est vraiment un très 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 bon livre sur les Templiers, sur l'ordre du Temple. Là on est dans l'histoire pure. Je le débrieferai peut-être, j'en parlerai un jour peut-être plus longuement. En tout cas, je peux le conseiller. Vie et mort de l'ordre du Temple, pardon. Alain Desmurger, un historien très célèbre de l'université de Paris 1 à Paris. Et donc ça, c'est vraiment aller au cœur de l'histoire des Templiers. C'est un bon complément. Quelqu'un qui voudrait approfondir le sujet, il faut absolument qu'il lise un de ses livres. Là, on est vraiment au cœur de l'histoire des Templiers. On comprend tout parfaitement, même si ça va vraiment dans les détails. Donc, pour conclure sur le livre de Éric Le Nabour, et faire un lien avec ce que je viens de dire sur le livre d'Alain Desmurger, on est avec Les Rois Maudits, l'enquête historique, dans un livre qui survole d'une très très belle manière cette histoire des Rois Maudits, qui nous parle de quelques années avant, quelques années après, qui nous parle de tous les événements importants de cette époque, y compris, comme je vous disais tout à l'heure, le début, la naissance, les prémices de la guerre de 100 ans. On nous parle de plein d'autres sujets que je n'ai pas évoqués avec vous aujourd'hui, que je vous laisse découvrir, et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, c'est très intéressant. Je m'attendais pas à ça au début, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pensais que ça allait être une contre-enquête vraiment stricto sensu du roman des Rois Maudits, mais ça l'est, mais ça ne détaille pas tous les aspects du roman, et c'est très bien comme ça. À la fin du livre, on a alors une petite chronologie, ça c'est sympa, de plusieurs pages, pour rappel des événements qui se succèdent. Et on a une petite biographie de personnages importants qui traversent le roman des Rois Maudits et qui traversent également l'histoire de France. Donc une petite bio pour nous recontextualiser les personnages des différents protagonistes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Écoutez, pour découvrir les Rois Maudits, l'affaire de Philippe le Bel, et des Templiers, franchement je dirais que c'est une très bonne entrée en matière, c'est vraiment très très bien. Et pour quelqu'un qui voudra approfondir, eh bien, vous avez des livres comme celui dont je vous ai parlé à l'instant, Vie et mort de l'ordre du Temple, d'Alain Desmurger. Il y en a d'autres, mais Alain Desmurger est un historien très très solide et qui est vraiment très très agréable à lire. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Les Rois Maudits, l'enquête historique, pour vous dégrossir sur l'histoire fascinante des Rois Maudits de Philippe le Bel et des Templiers. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.